Bonjour à tous les mordus de hockey. Au menu, aujourd'hui, on va parler des jeunes joueurs du Canadien qui risquent de percer l'alignement. On va parler aussi de l'alignement du Rocket de Laval parce qu'on va accorder une importance là-dessus tout au long de l'année. On commence le show où on en mange du hockey à pleines dents. Yes. Comment ça va, Julien? Ça va super bien, Seth. Bien, bonjour. Une grosse Bonjour. intro, ça. Ouais, ben oui, écoute, je me suis fourvoyé un peu, mais ça arrive tout le temps. Ah, Ça, ça ça va arrive. toujours, ça va toujours arriver. Ah ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Surtout avec les autres joueurs comme on a vu avec Noah cette semaine. Ouais, boy. Ben, c'est clair que, en tout cas, c'est pas la dernière intro on va avoir un peu de difficulté, mais effectivement, là, je voulais juste en fait vous dire merci de nous écouter, puis un gros merci à Frank Well. Un gros merci pour la diffusion du contenu en exclusivité sur son Patreon. Mm-hmm. Ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir partager des choses avec vous. Puis je vous invite, bien évidemment, si vous êtes sur le Patreon, vous êtes déjà abonné, mais si vous nous voyez sur YouTube, je vous invite à liker sa chaîne, à aller voir en fait ses lives avec des millions de commentaires qui sont toujours super intéressants. Il y a tellement de contenu. Écoute, moi, c'est ça. Abonné depuis un bout, puis c'est pas pour rien qu'on s'implique comme ça avec lui. C'est parce que on aime ce qu'il fait, puis on veut donner un coup de pouce, puis on veut s'impliquer de notre côté aussi. Ouais, c'est excellent. Puis aujourd'hui, le sujet, c'est super simple. Là. On va faire une revue de tous les joueurs potentiels qui peuvent jouer avec le Rocket cette année ou éventuellement monter ou même rester là toute l'année avec le Canadien parce qu'on s'entend qu'il y a eu des drôles de surprises, l'année passée. Là. Exemple, Arbor Xhekaj qui a monté tout de suite dans la Ligue nationale. Yes. Fait qu'on on va démêler tout ça en fait. Hein? Fait que je vous mets à l'écran. Première chose, c'est les joueurs qui sont disponibles en fait, de sauter le balotage. Donc, ils ne sont pas obligés de passer par le balotage. Là, on parle évidemment Raphaël Harvey-Pinard, Juraj Slafkovsky, Harris, Goulet, Xhekaj. Donc, c'est les trois défenseurs qui peuvent jouer à Laval sans passer par le balotage. Qu'est-ce que tu penses de ça, cette petite liste-là, Julien? Mais c'est ça. Tout de suite, en voyant les noms que là, on espère avoir tous ces gars-là faire toute l'année à Montréal, je crois. On s'entend. Ouais. Sauf que dans beaucoup de subtilités de cap salarial, dans beaucoup de subtilités justement de volets à un contrat, à deux contrats, passer au balotage, pas passer au balotage, c'est fort possible qu'il y ait un ou deux joueurs là-dedans qui se retrouvent à écoper, si on peut dire ça comme ça, le temps qu'on finisse comme il faut de clairer la masse salariale, là, peut-être, ou des contrats, si on pense à Jeff Petrie que le Canadien a été cherché il n'y a pas longtemps. Je ne crois pas qu'il va rester très longtemps. Sauf que si jamais il débute l'année à Montréal, clairement, ça va faire une congestion à la défense. Donc, on pourrait voir rapidement un Harris ou un Xhekaj peut-être écopé de ça, ou un Barron encore là. On va en discuter. Là. Ça me fait peur, ça. On pourrait voir des gars comme ça écopés puis se ramasser à Laval pour le début de l'année. Oui, tout à fait. Si je peux rajouter là-dessus, on regarde, exemple, Raphaël Harvey-Pinard, on regarde. Ilonen, en passant, n'est pas. Il doit passer par le balotage s'il se fait renvoyer à Laval. Donc, c'est à peu près assuré à 100% qu'il va jouer dans la Ligue cette année. Je pense que c'est un peu une des raisons pourquoi on a eu deux joueurs qui sont partis, non pas juste Hoffman, mais aussi. Rem Pitlick. Oui, Rem Pitlick, merci. Donc, ces deux joueurs-là, bon, Rem Pitlick peut jouer au centre, mais il était plus ou moins utilisé comme un ailier. Là. Donc, ça va laisser de la place à Ilonen. On espère, en tout cas, je me croise les doigts que Raphaël va rester dans la Ligue parce que je ne sais pas si vous regardez la Ligue Sisu là, cet été. Là. Il score beaucoup de buts, puis il est très, très efficace à 3 contre 3. C'est drôle, j'aimerais ça le voir plus régulièrement rendu en prolongation avec Suzuki puis Caulfield. Là, me semble que ça serait très beau. Je pense que c'est un joueur qui s'implique vraiment beaucoup physiquement dans le jeu. Puis je crois que ça fait vraiment une grosse différence pour lui depuis qu'il est arrivé et qu'il a eu sa chance en Ligue nationale l'an dernier. Puis j'en profite pour faire une petite parenthèse, si tu permets, Seth. Je t'en ai glissé un mot hier. Je vais utiliser la référence de The Hockey Guy. Si vous ne connaissez pas, c'est un gars de Vancouver, si je me souviens bien, qui fait ça dans son sous-sol, qui avec son beau tableau blanc à l'ancienne, mais il parle de hockey à tour de bras. Il écoute énormément de matchs. Et exercice intéressant qu'il a fait il y a quelques jours, il a refait le draft. Ouais.
Je suis pas sûr que je dis la bonne année sur le coup, là. Mais il aurait fait le draft de 2019. Cole Caulfield, 2019, Cole Caulfield, New Hook, Dak et tout ça, dans le fond, là, ce draft-là. C'est ça. Et Harvey Pinard de cette année de draft-là est au 17e rang, selon son draft 17e rang en première ronde. Et c'est un choix qu'on a fait très tard de notre côté. Donc, on a quand même 4 joueurs à l'attaque présentement qui sont dans le top 20 de The Hockey Guy de ce draft-là. On a Dak, on a Newhook, on a Caulfield et Harvey Pinard. Donc, je trouve ça bien excitant pour le futur là, à ce niveau-là. Ben, tu sais, faut pas. On va en faire un, nous aussi, éventuellement, un redraft. Puis c'est sûr qu'on va pas faire le redraft 2022. Là, c'est trop. Un petit peu tôt. Ouais. Mais je pense que c'est quand même intéressant de faire ce genre d'exercice-là parce qu'on voit les prospects, comment ça peut évoluer rapidement dans le temps à cet âge. C'est de 18 à 22, 23, 24. Ça bouge beaucoup. Là. C'est une des raisons aussi pourquoi les ligues ont exigé des choses différentes. Puis avant de passer vraiment au line-up là, qu'on a potentiellement qu'on veut mettre pour Laval, pour le Rocket, je voulais faire peut-être une petite mise à jour sur ça, sur les ligues, parce que justement, là, ça change. Là, un joueur qui joue en NCAA, c'est pas la même chose qu'un joueur qui joue dans la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale, excuse-moi, dans la Ligue canadienne. Des fois, ça ressemble un peu à la Ligue nationale, là, en façon que c'est géré, là, mais. Oui, un peu, on peut se le dire. C'est une business rendu là. Oui, exactement. Ça ne devrait pas l'être parce que des joueurs, ça évolue rapidement de 18 à 21. On regarde, exemple, quand on regarde Lane Hudson qui a évolué en un an là, très rapidement, juste en termes de grandeur. Un joueur qui est repêché à 18 ans, en règle générale, c'est 3-4 ans, selon les ligues, qui peut, avant d'évoluer puis de se rendre avec Laval. Entre autres, Joshua Roy, c'en est un bon exemple, joueur de Ligue canadienne, resté plus longtemps dans la Ligue junior, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans la Ligue nationale. Puis, selon les conventions faites dans la Ligue junior, il ne pouvait pas jouer dans la Ligue américaine. Donc, on va regarder ça un peu plus tard, là, mais allons-y avec les gardiens. On va commencer avec les gardiens. On va passer par les gardiens, les défenseurs, puis on va finir avec les attaquants. Les gardiens. On n'avait pas vraiment de débat entre nous deux, hein? Ben, je pense qu'on présentement, c'est les deux seuls vraiment sous contrat qui ont d'affaires là. Bien entendu, Primo devra passer au balotage, lui, de son côté, cette année. Je pense que c'est un peu la crainte que le CH avait présentement et la raison pourquoi ils se sont dépêchés de signer Dobbs qui voulait faire son entrée en HL l'an dernier, dans le fond. Ben, cette année, en fait. Donc, peut-être un peu la raison pourquoi Casey DeSmith est arrivé aussi, puis qui n'est pas encore échangé. Parce qu'en passant 2 gardiens de but au balotage, le Canadien va peut-être se garder la chance de soit garder les deux ou d'en garder un des deux et de pouvoir faire une transaction pour un deuxième, troisième goaler pour une autre équipe éventuellement. La LNH nous a prouvé qu'il y a énormément de blessures au niveau des gardiens de but depuis quelques années. Donc, c'est un peu pourquoi j'ai été surpris de le voir arriver, Casey DeSmith, mais un peu la raison pourquoi je n'ai pas été surpris de le voir arriver aussi. C'est parce que justement, il y a tellement de blessures au niveau des gardiens de but. Donc, voyons voir là, si justement Kent Hughes va pouvoir peut-être tirer un lapin de son chapeau là, en échangeant Petrie et Allen, peut-être, si on voulait garder DeSmith ou carrément passer DeSmith là-dedans. Là. Ben, moi, je pense que tu as raison. DeSmith, il arrive ici à Montréal. Les deux, s'ils doivent aller dans la Ligue américaine, vont devoir passer par le balotage. Peut-être qu'en les envoyant les deux en même temps, ben, il y a quelqu'un qui va préférer un des deux puis que les deux ne seront pas choisis. Ça protège peut-être un peu Primo dans un sens à ce niveau-là parce qu'ils vont peut-être, si on regarde statistiquement parlant, DeSmith, c'est le plus performant. Il a été plus performant l'année passée que Montembeault et que Jake Allen. Et donc, on ne parle même pas de Primo là-dedans. Là. Primo, pas nécessairement les statistiques NHL qu'on s'attend en ce moment. Là. Donc, ça le protégerait là, peut-être éventuellement si jamais il y a des mouvements à ce niveau-là. Mais, peut-être une des raisons pourquoi on a vu cette acquisition-là qui pouvait sembler bizarre aux yeux de certains. Oui, c'est ça. Puis là, on a mis Jacob Dobbish puis Caden Primo, mais ça pourrait être d'autres joueurs aussi parce que le Canadien pourrait signer des joueurs qui leur appartiennent. Je pense à Emmett Croteau en passant, qui n'est pas signé, qui est un excellent gardien de but. On est en train de préparer un top 25, puis petite nouvelle, il se retrouve dans le top 25. C'est un joueur sous-estimé selon moi parce qu'il est excellent. C'est un très athlétique, 6 pieds 3, 195 livres, donc tout près de 200 livres. Donc, c'est un joueur qui ressemble un peu à Fowler en termes de grosseur, de gabarit. De shape,
Oui, exact. Puis ça pourrait être un futur là, qui va aider, en tout cas, Dobish, éventuellement peut-être la Ligue nationale, on ne sait jamais. Puis sinon, dans notre giron, on a aussi Zachary Aymon, puis on a Straussman qu'on a signé cette année, qui sont deux gardiens qui risquent plutôt de jouer dans la Ligue, en fait, dans la ECHL, donc la troisième ligue, donc À avec le Trois-Rivières, Lion en de fait, là, ouais. Trois-Rivières. Puis sinon, évidemment, ils peuvent être rappelés, donc s'il y a des besoins à ce niveau-là, pour jouer dans la Ligue américaine, mais probablement que c'est Jacob Dobish qui va avoir le rôle là, si jamais Primo reste en haut ou s'il y a des mouvements ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est ce qu'on prévoit. Suite à ça, on a la première ligne de défenseurs. Ça, c'est ma ligne que j'ai choisie. Et donc, personnellement, je pense que c'est un très bon duo pour jouer ensemble. Oui. Tout simplement parce qu'il y a le gabarit, la vitesse avec Mailloux. Donc, côté défensif, Struble est considéré comme un défenseur offensif aussi, mais se débrouille un peu mieux que Mailloux en termes de défensive. Il est quand même. C'est le genre de défenseur qui va ralentir le jeu puis qui va être en mesure de faire une belle première passe. Mailloux, lui, c'est un gars qui fonce. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la Ligue junior, là, mais il est excellent en termes de support offensif puis de transition là, au niveau de la transition. N'a pas peur de contrôler la rondelle, je pense. Exactement. Donc, ça va être deux joueurs, je pense, qui peuvent très bien se compléter, surtout dans une ligue qui est axée sur la rapidité, mais surtout sur la robustesse. Là. Je pense que c'est deux défenseurs qui vont pouvoir très bien s'en tirer. De ton côté, toi, tu as choisi éventuellement Norlinder Reinbacker. Ouais. Là, c'est sûr que je suis parti avec l'idée qu'on avait fait le choix de garder Reinbacker sur les glaces nord-américaines. Ce qui n'est pas nécessairement ce que je crois qui va arriver. Donc, c'était pour nous permettre de mieux débattre aussi, puis de discuter un peu plus. On a fait un peu exprès, vous allez voir. Donc, la raison pourquoi j'ai mis Norlinder au côté de Reinbacker, c'est que je crois sincèrement que c'est le joueur qui va le mieux le compléter, tout simplement. Pourquoi? Vous allez voir que ma deuxième paire, en fait, ressemble étrangement beaucoup à la première de Ced. Donc, on était tout à fait d'accord sur le mix de Struble et de Mailloux ensemble. Sauf que, justement, si on fait ça comme ça, puis qu'on a Reinbacker dans l'alignement, je crois que c'est vraiment Norlinder qui va permettre un peu de peut-être pratiquer un peu la synergie Lane Hudson-Reinbacker qu'on veut avoir dans le futur. Si je peux aller jusque-là. Parce que Norlinder, à l'inverse, c'est vraiment... là? Oui, c'est ça. Norlinder, beaucoup moins talentueux que Lane Hudson de ce qu'on voit pour le moment, mais a quand même un style de jeu très semblable avec un coup de patin qui est quand même foudroyant. Là. Il patine très bien, Norlinder. C'est plus au niveau de sa prise de décision, de son lancer, de son maniement de la rondelle, qu'il est vraiment une coche derrière Lane Hudson, malgré qu'il est plus vieux. Mais au niveau de la vitesse, de son apport offensif, de peut-être le type de joueur qui va se compromettre un peu plus offensivement, à la différence de Reinbacker, je pense que ça pourrait faire vraiment une très belle synergie entre les deux à ce niveau-là. Si Reinbacker, bien entendu, commence l'année à Laval. Exact. Puis moi, j'ai changé un peu la donne là, au niveau de. À ce niveau-là, je ne crois pas du tout que Reinbacker va jouer dans la Ligue américaine. C'est ça. Quoique j'aimerais ça, par contre, parce que les patinoires sont plus petites, évidemment, ça l'aiderait à s'acclimater. Mais je pense que Reinbacker est assez intelligent, puis il va être quand même capable de le développer rapidement. Là. Il y a des joueurs, ça prenne un mois, puis ils sont déjà capables de jouer. Donc, pourquoi pas le laisser un an dans sa ligue, la NL, tout simplement pour continuer à dominer, puis faire des minutes de premier duo. Puis éventuellement, donc l'année prochaine, commencer dans la Ligue américaine avec Hudson, puis après ça, monter. Gravir les échelons là, de la bonne façon, là, comme dans le bon vieux temps. Malgré que je l'ai placé sur ma première paire ici, je suis super d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'il était déjà considéré comme un leader dans son équipe en NL. Donc, c'est sûr que s'il était déjà un leader là-bas, puis qu'il est capable de justement pousser ce leadership-là avec des adultes, avec des gars plus matures, raison de plus qui va arriver ici et qui va mettre vraiment ce leadership-là qui acquiert depuis déjà l'an passé avec des ligues professionnelles, dans le fond. Donc, ça pourrait quand même être tout un atout pour lui là, de vivre une autre année là-bas. Je suis bien d'accord. Puis, comme on avait dit, tu avais mis dans le deuxième duo Struble puis Mailloux. Oui. De mon côté, j'ai mis
c'est là que j'ai mis Norlinder, puis Mhm. j'ai rajouté Barron. OK, Petrie est encore à Montréal, là. On C'est ça. s'entend. Les chances, mettons, disons que c'est 60-40 là, qui se ramasse à jouer des minutes et qui soit échangé peut-être plus tard dans l'année. Ça Mhm. pourrait arriver, on ne sait jamais. Puis malheureusement, j'ai l'impression que c'est Barron qui va écoper de ça. Non pas seulement parce que il est moins performant, quoi qu'il commençait à prendre beaucoup de galons là, rendu à la fin de l'année, À la fin de la mais parce saison. que c'est un droitier. Oui, à la fin de l'année passée, de la saison. Tout simplement parce que c'est un droitier, puis il en manque des droitiers à Oui, Laval. c'est vrai. Donc, il en manque à Montréal, mais il en manque à Laval aussi. Donc, Petrie est déjà droitier. Donc, ça fait descendre tout le monde d'un cran. J'ai l'impression que Jacky va rester dans la Ligue nationale. Oui. Harris, c'est un gaucher, il va rester là. Est-ce qu'ils vont mettre, tout simplement Goulet à droite sur la deuxième paire, en ayant Petrie sur la première Mhm. paire? Je ne sais pas trop comment ils vont bouger tout ça. Là. Ça, c'est un autre débat. Là, mais dans mon cas, en mettant Barron sur la deuxième paire de défenseurs, deuxième, première, là, ça peut s'échanger. Avec Norlinder, ben, ça leur permet d'avoir un beau duo là, qui peuvent être rapides et efficaces. Là. Oui, très offensif aussi à ce Oui, niveau-là, oui, sûr et certain. extrêmement. Mais Ben, je pense que c'est le thème de l'équipe cette année, là, de oui, Rocket. Je pense que ça va être très offensif. beaucoup de vitesse aussi. Mais vraiment, c'est sûr que moi, j'ai pris en considération que Barron était dans la Ligue nationale. Donc, Ouais. j'ai un peu triché et pris en considération que Petrie ne jouera pas à Montréal. Ben, Ce qui est mon impression de base, mais qui est les rumeurs aussi. On le oui. saura peut-être dans quelques semaines, dans Oh, oui. quelques jours, on ne sait jamais. En espérant que d'ici quelques heures, il ne soit pas déjà échangé. Oui, oui. Ben, je en profite pour faire une parenthèse. Hein, quand on parle de Harvey Pinard qui est au 17e rang du tableau de The Hockey Guy, c'est des choses qui Ouais, vieillissent très mal, ça. Hein? Fait que dans le fond, il faut ouais. faire attention. Là. Oui, je tiens à le mentionner parce que je trouve ça excitant de le voir là, mais c'est quelque chose qui peut très bien, d'ici 2 ans, ne plus avoir aucun sens. Ou, au Mm. contraire, Harvey Pinard peut nous faire mentir puis être tout à fait époustouflant au niveau de la LNH. Bref, Ouais. c'est ce qu'on souhaite, On mais en a vu. c'est pas l'attente. Exact. C'est ça, faut calibrer. Ben, tu sais, des joueurs comme Harvey Pinard, des fois, ils se développent juste un peu plus tard. Donc, Mhm. puis, le problème, c'était évidemment son gabarit là, qui fait en sorte qu'il a tombé au niveau du classement, Ouais, au niveau du repêchage. Mais c'est un joueur qui, quand il a été repêché, la première chose que tout le monde disait, c'est Gallagher 2.0. ouais, Gallagher 2.0. exact. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui joue avec passion, c'est un joueur qui joue avec. Tu sais, il joue comme un 6 pieds 4, mais il Mhm. n'est pas 6 pieds 4, là, 5 pieds 10, je ne me trompe pas. Il faudra C'est ça. vérifier, mais il est quand même assez petit. Mais c'est un bon joueur qui est rapide, puis qui est intelligent, puis qui sait où se placer, puis qui sait Exact. aller dans les coins, puis au centre de la patinoire, même si ça fait mal. Puis des joueurs comme Mhm. ça, bon, il en manque un peu là, à Laval. Puis c'est là qu'on va voir là, Oui, qui va se développer, puis qui va pouvoir se rendre à ce niveau-là. oui, exact. Troisième paire de défenseurs, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, là, parce qu'on ne se mentira pas. Il y a des joueurs qui sont dans la Ligue américaine, il y a des joueurs qui ne sont pas signés, il y a des joueurs qui sont potentiellement qui vont se ramasser là au milieu de l'année, on ne sait pas, tout simplement par des échanges. Moi, j'ai mis Nicolas Baudin puis Tourigny, Mhm. le fils de l'autre, donc le fils du coach des Coyotes de Phoenix. Coyotes de l'Arizona, excusez-moi, Coyotes de Phoenix. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça. Ouais, en tout cas. Donc, deux Je petits. t'avais suivi, mais oui, en Oui. effet, ça fait un petit bout que. Puis honnêtement, ça peut être autre chose. Là. Ça ne m'étonnerait pas du tout que ça va rotationner, puis il y a des gens qui vont monter, descendre. Mais j'ai l'impression qu'en Tourigny n'est pas signé en passant. Il est toujours Mhm. libre de jouer en Europe. C'est là qu'il a joué l'année passée. Mais j'ai l'impression que potentiellement, ça pourrait être un joueur que le Canadien va signer en dernier recours s'il y a des blessures ou quoi que ce soit. Oui. Mais j'aimerais vraiment ça, le voir jouer avec l'équipe à Laval. Là. Ça serait peut-être bien intéressant de voir un petit joueur offensif comme lui Mhm. dans le style de Lane Hudson, mais pas avec le même talent, on s'entend. Là, mais puis droitier de surcroît. Donc, c'est très intéressant. Exact. Puis Baudin, je pense que tu peux nous en parler. Ben, c'est ce Tu que l'avais j'allais mis dire pour sur le tien. Tourigny. Là, on dit qu'on manque de droitier à Laval aussi. Oui. Donc, je pense que Tourigny, la signature, si on est capable de faire une place sur nos 50 contrats, définitivement, ça va être une pièce importante à aller chercher pour Laval, je crois. Nicolas Baudin, moi, je l'ai mis avec Trudeau, qui a déjà quelques minutes là en bas. J'ai fait le duo québécois. Nicolas Baudin, probablement ne percera jamais au niveau de Ligue nationale. En même temps, possiblement un des top
entre AHL, Ouais. NHL de la ligue au Euh, complet, si on peut dire ça comme ça, là, qui peut, avec des blessures, pourrait très bien monter puis faire un travail très convenable, si je peux dire ça comme ça. Sans mhm. dire qu'il va être époustouflant ou mais il va faire le travail qu'il a à faire. Donc, Il peut remplacer sur quelques matchs, mais pas sur une oui, saison complète, là. c'est ça, définitivement. Il va être capable de faire le jeu défensivement, le jeu sûr, le jeu safe, là, si on peut utiliser l'expression. Puis, dans la possibilité où il va nous manquer des droitiers, c'est probablement lui qui va aller jouer à droite aussi. Donc, Ouais. a ce côté versatile-là, Baudin. Donc, présentement, je l'ai mis à gauche avec Trudeau. C'est deux gauchers aussi. Donc, Ouais. encore là, je pense qu'il y a une grosse question de synergie là, à Laval. On s'est amusé à faire les trios tout de suite, mais je pense que selon les synergies qui vont se créer au camp, Exact. je crois que c'est là qu'on va vraiment voir les pairages, autant offensifs que défensifs. Sauf que ça a quand même été super le fun de se prêter à l'exercice puis de voir elle a l'air de quoi à la profondeur du Canadien si on Oui. parle de Laval. T'sais. La vraie profondeur, elle vient de Mm-hmm. où? Elle vient de nos propres équipes qui sont en bas. Donc, C'est ça. en fait, si on regarde, on se demandait des équipes comme Toronto, des équipes Mm-hmm. en fait, comme Tampa Bay, pourquoi avait autant de profondeur, puis qu'ils pouvaient échanger des joueurs, puis toujours avoir des nouveaux qui poussaient. Ben, c'est parce que dans la Ligue américaine, c'est des équipes qui sont très performantes, puis ils Mm-hmm. se développent très bien. Les joueurs qui vont jouer là, ils ont du fun ensemble, ils gagnent, ils ont des Mm-hmm. victoires, puis il n'y a rien de mieux que des victoires pour donner un boost moral, de donner de la confiance. La plupart des joueurs, c'est ça qui leur manque, là, c'est la confiance. Un Oui, joueur peut tomber définitivement. 10-15 matchs sans compter un but, puis automatiquement, là, c'est fini là, dans leur tête. Là, ils passent à d'autres choses. Ils prennent leur retraite quasiment. Là, Oui. fait que Mais c'est. tu apportes un point intéressant avec le côté psychologique, ça, là-dessus. Là. Je pense qu'on on en est plus conscient depuis quelques années. Ouais. Mais vraiment, je pense qu'au niveau de la Ligue nationale, au niveau du hockey en général, on a beaucoup de rattrapage à faire au niveau de cette culture-là, puis cette Mm. conscience-là du psychologique. Ouais. Ça va nous amener sur d'autres sujets qu'on va en profiter pour parler, là, qu'on s'est déjà glissé, mais je ne ferai pas toute la parenthèse tout de suite. On va continuer sur notre sujet si on veut finir. Oui. Il ne nous reste pas grand-chose. Là. On va faire 3 trios à l'attaque, pas 4, parce qu'à un moment donné, il y a tellement de joueurs que ça n'a même pas d'impact. Mhm. Là. Qui va jouer sur le 4e trio, c'est plus ou moins important. Quoique, on en parlait hors d'onde, un truc intéressant cette année, c'est que ça risque d'être balancé là, à Laval. Là. Ça risque d'être Vraiment. 3 trios explosifs avec du potentiel à l'attaque Oui. et évidemment des joueurs qui sont capables de revenir en arrière. Donc, moi, en tout cas, moi, j'ai l'impression, puis c'est un peu ce que je te disais plus tôt, j'ai vraiment l'impression que Laval, Montréal, cette année, le but, c'est de jouer similaire. Oui. De commencer à intégrer la culture de on a 3 trios, on a 4 trios qui peuvent faire des minutes, des minutes à l'attaque, des minutes Mhm. qui sont dangereux pour compter des buts. Puis je pense que c'est là que ça devient intéressant là, d'avoir deux équipes qui jouent similaires. Ben là, quand tu montes quelqu'un en haut ou que tu descends quelqu'un en bas, ben, ça ne prend pas Oui. une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant de s'habituer. Déjà, ils peuvent commencer puis être très actifs, puis commencer à faire des buts, commencer à faire des points. Mhm. Puis même si je peux ajouter, tu sais, même s'il monte puis il joue sur une troisième ligne, il va quand même voir beaucoup de temps de glace. Donc, Ouais, ouais. je pense que c'est ça la clé de l'espèce c'est ça, de l'espèce de structure d'équipe que le Canadien adopte, autant Mm, à Montréal qu'à Laval. C'est cette espèce de structure-là où t'as beau c'est pas parce que tu joues sur la première ligne, et je prends les ouais. guillemets ici, exprès pour ça, que tu vas nécessairement avoir tout le temps de la première ligne, tout le temps en power play. C'est pour ça que je verrais très bien, mettons, au début de l'année, si on veut justement équilibrer tous les trios, un Harvey Pinard jouer à 5 contre 5 avec un Caulfield Suzuki, parce que ça a super bien fonctionné avec Suzuki l'an passé. Ouais, Puis ouais. ne pas voir de temps en powerplay, parce qu'il y a d'autres assets, il y a d'autres joueurs qui peuvent faire ce travail-là aussi bien que lui en powerplay. Puis peut-être Mm, lui le voir un petit peu plus en désavantage numérique, même s'il joue sur une première ligne. Et on va économiser les autres joueurs qui ont plus de potentiel offensif en faisant ça de cette façon-là. Donc, exactement. je crois que c'est un peu le type de l'attitude qu'on va se donner chez le Canadien. Même Ben, si, vas-y, économiser, Seth. tu parles, excuse-moi, là, tu parles d'économiser, mais on parle aussi de risque de blessure amoindri comme ça. Là. Exact. Exact. Parce que les gens jouent un peu moins, donc jouent des meilleures minutes, plus efficaces, mais Mhm. aussi se permettent de s'économiser aussi un peu. Là.
82 matchs, c'est long, puis Oui. on connaît le Canadien, là, c'est tout le temps blessé. Oui. Donc, le but, c'est d'avoir des joueurs qui sont disponibles et qui sont capables de faire des points là, un peu partout pour justement équilibrer le tout. Là. Exact. Avant de rentrer tout de suite dans les 3 trios, là, je voulais comme démystifier un peu la chose parce qu'on se parlait, on se disait avant l'émission, là, Owen Beck, il va jouer où, lui, cette année? Puis Vas-y. en faisant le tour, évidemment, on savait un peu là, comme pourquoi il ne peut pas jouer et tout ça. Puis je voulais vous en parler parce que c'est vraiment intéressant. C'est pour ceux qui ne le savent pas, là, les joueurs juniors ne sont pas tous sur le même pied d'égalité, là, tout simplement parce qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer qui jouent dans la NCAA, qui sont américains, qui ont des avantages sur les joueurs de la Ligue canadienne, puis des joueurs européens qui, eux, ont des avantages en venant jouer dans la Ligue canadienne par la suite, etc., etc. Donc, je vais prendre 3 exemples. On va prendre Lane Hudson, Owen Beck et Mesher, tout simplement parce que c'est 3 exemples parfaits là, pour ça. Donc, Owen Beck, joueur de la Ligue canadienne, Canadien de surcroît, c'est un joueur qui a 19 ans, donc pourrait jouer dans la Ligue junior, pourrait jouer dans la Ligue nationale de hockey, ne pourrait pas jouer dans la Ligue américaine. Tout simplement, c'est une convention qui a été faite avec la Ligue junior canadienne, donc la CHL, qui empêche les joueurs de jouer au niveau professionnel dans des ligues inférieures. Donc, c'est soit la Ligue nationale, soit le junior, that's it, that's all. Ouais. Le junior étant considéré comme une ligue amateur ici, là, pour juste faire la Exactement. précision. Ça, c'est tout simplement dû à l'entente entre les 2 ligues, tout simplement. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'entente nécessairement avec des ligues professionnelles d'Europe, et donc Owen Beck pourrait aller jouer en Europe. Est-ce que ça va arriver? Peut-être, il y a des rumeurs, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais, mais en tout cas, Donc, j'en ai entendu quelques-unes parce que justement, je crois que de retourner junior pour Beck, ça ne serait pas nécessairement favorable pour son développement. Donc, quelle option il nous reste? L'Europe ou la Ligue nationale, souvent. T'sais. Exact. Puis, selon moi, je ne pense pas qu'il réussisse à percer l'alignement dès le début. Quoi qu'il pourrait jouer 9 matchs, là, il en a déjà joué un, donc il resterait 8 matchs à jouer qu'il pourrait faire une bonne première impression, puis peut-être qu'il déciderait de le garder, mais pour un peu plus longtemps, puis éventuellement le ramener en Ligue junior. Là. Mais d'après moi, ça pourrait être un bon choix pour lui d'aller jouer en Europe. Ensuite, si on regarde, exemple, Mesher qui est un joueur européen, lui, puis lors de son repêchage, jouait en Europe. Bien, étant donné qu'il a été repêché quand il était en Europe, eh bien, c'est un joueur européen officiellement et ce n'est pas un joueur de la Ligue canadienne, même s'il a joué dans la Ligue canadienne l'année passée. Ça veut dire que les règles qui s'appliquent aux joueurs canadiens, écoutez bien ça, là, les règles qui sont en bas de 19 ans, pas le droit de jouer dans la Ligue nationale ou de jouer dans une ligue comme la AHL, mais ça ne s'applique pas à un joueur comme Mesher parce qu'il est considéré comme étant un Européen. Donc, quel désavantage pour une équipe? Quel est l'avantage pour une équipe, en fait, de repêcher un joueur canadien, à part si c'est une superstar, versus un joueur européen qui potentiellement pourrait jouer n'importe quand avec la Ligue américaine, pourrait jouer dans la Ligue aussi avec les Lions de Trois-Rivières et remonter. Donc, il y a beaucoup plus de latitude avec ces joueurs européens-là, ce qui est très dommage, je trouve, pour... Oui. Ce qui est, à mon avis, complètement stupide aussi. Donc, ça fait absolument aucun sens. Et c'est ce qui fait en sorte que depuis quelques années, on voit de moins en moins de joueurs canadiens, je pense. Surtout des joueurs de 3e, 4e ligne, là. Des bottom six, des dernières paires. Les équipes vont préférer prendre des risques sur des joueurs européens qui ne connaissent pas, qui n'ont presque pas vu jouer, qui n'ont pas eu dans leur cours, que d'aller repêcher le joueur de Ligue canadienne, un peu à cause de ça. Ça favorise grandement les joueurs américains. Ceux qui se posent la question, pourquoi qu'on repêche autant d'Américains à Montréal, ben, vous l'avez, la réponse est drette là. C'est tellement plus simple, exact, au niveau de la structure salariale, au niveau du cap salarial, tout ça, c'est des choses qui facilitent grandement le travail d'un directeur général quand on va dans des pools de joueurs européens ou nord-américains, mais au niveau des États-Unis, dans le fond, et non de la Ligue canadienne. Oui, c'est ça, parce qu'un joueur, pour finaliser tout ça, dans le fond, un joueur qui est américain, qui joue dans la NCAA, c'est 4 ans. S'il décide de ne pas terminer son séjour en NCAA, donc à l'université, ils ont un 30 jours supplémentaires pour pouvoir lui faire signer un contrat. Puis par la suite, le contrat, une fois qu'il est signé, ben, ils peuvent le faire jouer un peu n'importe où, comme si c'était un joueur senior, versus un joueur de la Ligue canadienne peut être repêché avant, pas repêché avant, mais peut être signé avant. Et là, ils vont avoir un 2 ans complet pour le faire. En fait, un joueur canadien qui est repêché, excusez-moi,
lors du repêchage. L'année suivante, il leur reste 2 ans pour être signé comme faisant partie de l'équipe, donc être sous les 50 contrats obligatoires d'une équipe maximum, versus un joueur de la NCAA peut être retardé, cette signature-là de contrat. Ils peuvent attendre 4 ans. Ils peuvent attendre qu'il ait terminé son dernier match dans la NCAA. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de latitude pour une équipe de décider, finalement, je n'ai pas 2 ans, j'ai 4 ans pour le signer. Et une fois qu'il est signé, c'est un contrat d'entrée de 3 ans. Donc, ça me permet encore de l'étirer à 23, 24, 25 ans, 26 ans versus un joueur de la Ligue canadienne. Son contrat d'entrée, souvent, là, à 24 ans, est terminé déjà. Là. 23, 24 ans, c'est déjà rendu un contrat suite à ça qui peut être plus cher et donc potentiellement difficile au niveau du cap salarial. Et c'est ce qui permet de gagner des années d'autonomie complète, comme on a discuté un petit peu au dernier show. Là. C'est souvent ça qui va permettre aussi, si jamais le joueur américain fait son séjour universitaire au complet, donc tu signes un contrat d'entrée de 3 ans quand le jeune homme a déjà 21 ans. Donc, tu vas pousser son année d'autonomie à 27 ans au plus tard possible automatiquement. Donc, c'est un peu quelque chose qui va nuire avec un joueur de la Ligue canadienne parce qu'eux n'ont pas le choix d'arriver à 20 ans. Maximum. C'est le plus tard. C'est ça, le plus tard qu'ils vont signer leur contrat d'entrée dans la LNH, c'est 20 ans, ce qui les amène à 23. Ce qui pousse quand même l'autonomie plus loin, mais un peu moins avantageux au niveau de il y a plein d'autres détails. Là. Il y a plein d'autres détails. On ne va pas s'embourber dans tous les détails qu'il y a dans différentes ligues et tout ça. Puis si le joueur est signé puis qu'il ne joue pas, est-ce que son contrat est commencé, etc., etc. Mais ça reste que la morale de l'histoire, là, c'est que les joueurs de la Ligue canadienne sont désavantagés totalement comparativement à des joueurs de la NCAA ou ailleurs. Puis peut-être qu'éventuellement, on va voir plus de joueurs prendre l'option, comme tu disais, d'aller vers l'université, que ce soit américain ou même canadien. Parce qu'il y a des équipes canadiennes qui commencent à être bonnes, ça commence à être intéressant au niveau de l'universitaire. Là. Même le collégial au Québec, je pense que prend beaucoup d'expansion. C'est peut-être quelque chose qu'on va essayer d'amener sur la table aussi éventuellement, là, le côté universitaire puis collégial au Québec. Parce que je crois que c'est probablement l'avenir du hockey, plus que la Ligue canadienne, sauf qu'il y a un gros débat d'idées à avoir à ce niveau-là, je pense, dans notre façon de penser le hockey au Québec, contrairement à ailleurs dans le monde. Donc, gros sujet. Exact. On va pouvoir se faire 3-4 épisodes là-dessus, je pense. C'est ça. On en est venu pratiquement à un consensus pour les 3 trios. Hein? On va faire ça rapidement parce qu'évidemment, il reste moins de temps, mais ça reste que les joueurs que nous, on a nommés, Heineman, est-ce qu'il va être dans la Ligue américaine? Probablement parce qu'il manque de place il manque de place en haut pour vraiment considérer Heineman de jouer une saison complète à Montréal. Donc, Heineman, Kidney, Roy, premier trio. Très offensif. Kidney, c'est la machine offensive, plus que Roy, je crois. Supposé, oui. Supposément plus que Roy. On va voir, là, évidemment, mais tu ne peux pas jouer de la même façon dans la Ligue junior que tu joues dans la Ligue nationale. Donc, tu ne peux pas jouer tu te dois d'utiliser tous tes joueurs sur la patinoire. Vas-y. Si tu permets, on voit un peu le trio parfait, entre guillemets, là-dedans, là, avec Kidney qui est le playmaker, Roy qui serait le sniper, puis Heineman qui serait le power forward un peu. Là. Donc, c'est techniquement la synergie parfaite que tu vas avoir d'un trio. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on s'est entendu rapidement sur ces 3 gars-là devraient faire des étincelles ensemble. Est-ce que ça veut dire automatiquement que c'est eux qui vont se retrouver ensemble? Est-ce qu'il n'y aura pas une synergie différente qui va se créer entre d'autres gars? Fort possible, là. Mais avec un premier coup d'œil de ce qu'on connaît des joueurs, je pense qu'on est pile dessus. Là. C'est ce qu'on devrait voir à Laval. Là. Exact. S'ils ne l'essayent pas au début, ça va être 2 semaines plus tard. Là. Moi, je suis à peu près sûr à 95% qu'ils vont essayer ce trio-là pour voir la synergie qui peut arriver parce que c'est un peu comme Slavkovski, Suzuki, Caulfield, un peu. Là, exact. C'est un peu l'idée de ce trio-là qu'on a déjà. Là, exact. Deuxième trio, là, on est allé, à défaut d'avoir Owen Beck de disponible, on y va avec Farrell. Il manque un R, je pense, à Farrell. Bon, peu importe. Exact. Donc, Farrell, Misak et Mesher. Puis, Misak, j'ai comme l'impression qu'il reculait beaucoup au niveau de
de ce que le Canadien pense de lui, puis s'il est dans les plans toujours du Canadien, mais je n'ai pas l'impression que c'est un joueur qui fait l'unanimité avec le Canadien. Donc, devrait passer toute sa saison avec Ouais. le Rocket de Laval. C'est sûr qu'il y a quand même le potentiel de devenir un joueur de troisième, quatrième ligne, là, certains, au niveau de Ligue nationale. Potentiellement moins top 6 qu'on aurait pu penser dans le passé. Je pense que ça se confirme un peu avec le développement, sauf qu'il est très bon dans les deux sens de patinoire quand même. Donc, une belle ligne avec Méchard, Farrell. Méchard qui est un très bon marchand de vitesse. Là. Je cherchais le mot. Tout un marchand de vitesse. Puis Farrell qui, lui, de son côté, est le franc-tireur. Donc, encore là, une belle synergie de ligne ici, je pense, avec ces trois gars-là. Moi, je vois très bien faire des tic-tac-toe en masse avec ces joueurs-là. Définitivement. Méchard, c'est un gars qui va faire la passe en premier. C'est un joueur qui est extrêmement rapide, qui est capable de monter puis qui est capable de monter sur le bord des bandes. Puis, c'est du jeu NHL potentiel qu'il est capable de faire, puis d'amener. Ouais. Je crois qu'il peut se développer, Méchard, un peu comme Lekonen le fait dans le passé. Mais plusieurs voyaient Méchard comme étant, entre guillemets, le coup de circuit du repêchage d'il y a 2 ans, dans le fond. Je me fourvoie avec les années, là, c'est pour ça 2022. C'est ça. Donc, comme le coup de circuit, parce qu'il y avait un très haut plafond. Très, très, très haut plafond. Est-ce qu'il va l'atteindre, ce plafond-là? Écoute, ça, seules les années vont pouvoir nous le dire. Mais il y a plusieurs gens qui le voient. Même si le Canadien, un peu, encore là, je prends des expressions anglophones, overreaché, il est allé le chercher un petit peu trop tôt au repêchage. Il y a beaucoup de gens qui le voyaient un peu comme un coup de circuit potentiel de ce repêchage-là. Je le vois encore en avant de Owen Beck en termes de talent brut. Ouais. Par contre, Owen Beck, je le trouve plus complet. Plus mature comme joueur, déjà. Puis comme c'est un centre, c'est sûr qu'il est en avant au niveau de la hiérarchie, malheureusement, pour Méchard. Fait que Méchard va devoir travailler plus fort que des joueurs comme Owen Beck ou des joueurs comme même Farrell, là, dans ce cas-ci. Farrell a signé son contrat de la NCAA suite à sa dernière année, donc il a déjà commencé. Je pense pas qu'il va commencer dans la Ligue nationale, mais il risque d'avoir encore un petit essai là, en haut. Donc, j'ai l'impression que Farrell a plus de chances de monter souvent que Méchard cette année, en tout cas. Oui, définitivement. Donc, il va devoir travailler fort. Puis finalement, notre troisième trio, si tu y vas. Oui. Dans le fond, on a l'enfant préféré de Jeff Gorton, Lias Anderson, qui fait un retour avec le Canadien, malgré avoir fait du in-and-out ici et là. Écoute, 7e choix, si je ne me trompe pas. Oui, vraiment, c'est vraiment tout un talent, ce joueur-là. S'il peut vraiment entrer dans le moule, personnellement, il aurait sa place sur une première ligne, je pense, en AHL. Là. On l'a mis sur le troisième trio, principalement question de synergie avec les autres joueurs autour de lui, je pense. C'est un peu la raison pourquoi on organisait ça de cette façon-là. On a Xavier Simoneau qui a eu une maudite belle saison l'an passé. Vraiment. À Laval, donc je pense qu'il devrait prendre du galon de son côté, devrait jouer encore plus. C'est lui que je vois au centre. Puis le nouveau venu, dans le fond, de l'échange Jeff Petrie et Hoffman, c'est Nathan Légaré, qui devrait voir quand même beaucoup de temps de glace. Joueur de 22 ans, lui-ci, un petit peu plus vieux que la majorité des deux autres trios d'avant, sauf que beaucoup plus d'expérience, probablement va pouvoir aider les deux premiers trios, les plus jeunes joueurs, les deux premiers trios, dans le fond, à s'acclimater rapidement à la AHL. C'est le trio qui a le plus d'expérience, en fait. Là. Exact. Quand on regarde les trois trios. Là. Fait que, ça pourrait très bien finir avec eux comme étant la première ligne pour débuter l'année. Puis après ça varier. Mais je pense qu'on va préférer voir un Kidney, un Roy, un Farrell en power play qu'un Simoneau ou un Légaré. Je pense que c'est ça qui va faire vraiment la nuance. Vraiment. Puis, tu sais, Anderson, ça pourrait être le premier qui est ramené là, en haut aussi, là, quand il y a des blessures ou quoi que ce soit. Puis, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fort pris. Potentiellement. Fort potentiellement. Exact. Puis, ça ne défait pas les deux autres trios qu'on vient de former, si ça arrive. Donc, c'est peut-être une approche qu'ils vont prendre un peu plus dans le sens de ne pas défaire les trios qu'on veut qui se développent versus des joueurs comme Simoneau qui potentiellement ne joueront jamais dans la Ligue nationale. Il était super. Xavier Simoneau est extrêmement intelligent et il est très, très bon dans ce qu'il fait. Malheureusement, je ne vois pas de place pour lui là, dans la NHL avec le Canadien. S'il finit par percer au niveau LNH, ça va être aux alentours de 24-25 ans, je crois. Donc, vraiment plus tard.
tellement de belles aptitudes. Vraiment, possibilité de jouer quand même une belle carrière dans la LNH au niveau 3e, 4e trio, là, vraiment, je pense. Donc, ça va être vraiment la constance. C'est toujours ça qui fait la différence pour ces gars-là, je pense. Puis, il faut pas se mentir, là, jouer dans la Ligue américaine, là, c'est extrêmement payant, puis c'est extrêmement intéressant maintenant. Là, c'est plus... Bon, OK, ils font de l'autobus, là, en règle générale. Mais c'est rendu à Laval, là. C'est plus à c'est Hamilton, c'est plus... Exact. C'est le fun de jouer à Laval, là. Puis là, l'aréna est beau, il y a du monde à tous les soirs. C'est extrêmement intéressant pour des joueurs, surtout des Québécois, de venir se joindre à ce genre d'équipe-là. Puis, la paye est rendue intéressante. C'est pas tout le monde qui font le salaire minimum dans la Ligue américaine. Il y en a qui font du 150, 200 000, 250 même facilement là, dans la Ligue américaine. Puis, quand tu es dans une belle équipe, une belle ambiance, ben, pourquoi pas rester au lieu d'aller en Europe puis aller jouer là-bas puis te faire oublier dans un sens par les équipes, les autres équipes de la NHL. Oui, vraiment, je pense que ton point est super pertinent. Puis, tu sais, jusqu'à temps que tu ailles 27, 28, 30 ans, et ça vaut la peine de prendre le coup. Là. Regardez Bézil, dans le fond, là, qui est rendu avec les Rangers de New York, puis qui va probablement avoir quelques minutes de temps de jeu au niveau LNH. Oui, je suis sûr que oui. Ben, moi, c'est un excellent point, ça. Fait que là-dessus, je vous invite à liker le show quand il va être disponible sur YouTube. Il ne l'est pas en ce moment, mais éventuellement, oui. Évidemment, nous suivre. On va lancer nos plateformes très bientôt. Donc, si vous nous écoutez en rediffusion, c'est peut-être déjà disponible. Donc, Facebook, Instagram, YouTube, évidemment. On va être sur Twitter, mais on va être principalement sur TikTok aussi. Donc, faire des petits skits là, à gauche, à droite. Donc, on va essayer tout ça, puis on va voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour nous, puis qu'est-ce qu'on aime beaucoup. Puis, entre-temps, allez voir notre site web directement, mordudehockey.com. C'est là où on est, mordu avec un S. Donc, on a des articles, on a des chroniqueurs qui viennent nous rejoindre de temps en temps, comme le dernier épisode, Noah qui est venu nous rejoindre. Puis, évidemment, j'espère qu'avec ça, on va être en mesure de répondre à toutes vos questions. Mais sinon, écrivez des commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Avec des beaux petits pouces, puis on continue de manger du hockey, gang. Yes! Fait que bonne fin de semaine. Bonne semaine si vous faites juste la commencer. Puis on se revoit la prochaine fois. Yes! Merci. Salut Salut Julien. tout le monde. Salut Serge.